Bonjour, je me présente, je suis Adrien, je bosse avec l'équipe Front et aujourd'hui je vais vous faire plus qu'un état de l'art, en fait c'est plutôt une introduction et qui va vous parler aussi de ce qui va arriver dans les service workers. Donc d'abord, vous posez peut-être tous la question de qu'est-ce que c'est qu'un worker dans le navigateur. Hop, je suis un peu vite, voilà. Dans un navigateur, d'habitude, il y a un peu tout ce que fait le navigateur se passe dans un seul thread. Les requêtes HTTP, les calculs qui peuvent être faits en JS, les changements du DOM. Donc le DOM, c'est la représentation de l'objet, enfin de la page qui est présentée à l'utilisateur. Ça va être une série de nœuds qui s'imbriquent les uns dans les autres. DOM, c'est Document Object Model. Et puis ensuite, le navigateur fait aussi d'autres choses, le rendu, etc. C'est ce qui fait que parfois on a des applications qui ne répondent pas immédiatement aux interactions de l'utilisateur. L'idée de faire un worker, c'est d'avoir un script qui s'exécute dans un thread indépendant. Et donc ça va être le navigateur qui va enregistrer ce script, et ce script va créer un nouveau thread. Et ensuite, ce thread et le thread principal du navigateur vont communiquer ensemble par un système de messages de façon complètement asynchrone. Il y a 3 genres de workers. Les premiers sont les web workers. Ils sont apparus en 2010. Ils sont principalement utilisés pour décharger le navigateur de calculs relativement lourds. Chez WooDrive, on l'utilise avec certaines libs, par exemple PDFJS, PDFtron, qui vont prendre un PDF et vont le transformer en quelque chose qui n'est pas forcément lisible et exploitable directement par le navigateur. Ils vont le transformer en des images et en quelque chose qui est exploitable par le navigateur. Alors, au même moment sont apparus les shared workers. Les shared workers, c'est le même principe que les web workers. Sauf qu'un web worker, lui, il ne peut communiquer qu'avec un seul onglet. Le shared worker, lui, va être accessible et partagé par tous les onglets d'un même domaine. Donc, même protocole, de la même origine. Même protocole, même domaine, même port. C'est un peu plus compliqué à implémenter et WebKit l'a viré. Donc on ne sait pas trop ce que ça va donner, si ça va continuer à être maintenu. Et puis les service workers sont ceux qui nous intéressent aujourd'hui, qui sont beaucoup plus récents, qui datent de 2014 et qui sont en fait on va dire la pierre angulaire de ce qu'on appelle aujourd'hui les progressive web apps, c'est-à-dire des applications qui essayent de reproduire au maximum le comportement d'applications natives. Ces 3-là ont la même définition. C'est un script qui tourne en arrière-plan et qui n'a absolument pas accès à l'interface utilisateur. Donc, à quoi servent les service workers? Ils sont, en fait, un service worker, vous pouvez vous le représenter comme un proxy qui va se positionner entre l'application web qui est dans le navigateur et le réseau. Principalement, au départ, ça servait à pouvoir avoir de l'accès offline, avoir un jeu ou de faire un client mail dans les navigateurs qui continue à fonctionner même quand le réseau est coupé. Et puis petit à petit, des choses sont ajoutées. Il y a eu par exemple les notifications push. Là, on n'est plus sur du offline, mais finalement, le proxy qui est entre le navigateur et le réseau, si on coupe le navigateur, le réseau peut continuer à communiquer avec l'application, ou en tout cas avec le proxy de l'application. C'est juste qu'il manque un des bouts. C'est bien le fait qu'il soit positionné comme un proxy qui est intéressant. Et plusieurs autres applications qui sont en train d'arriver que je détaillerai à la fin. Dans les service workers, il n'y a que des API asynchrones qui sont disponibles. Donc, les promesses, pour ceux qui ne connaissent pas, les promesses, c'est une construction assez simple qui permet de représenter l'exécution d'une tâche. La promesse va se résoudre forcément plus tard, puisque c'est asynchrone, et on va pouvoir continuer l'exécution de notre code au moment où la tâche est finie, au moment où elle est résolue, qu'elle soit finie avec un succès ou une erreur. Post-message, c'est une méthode qui permet d'échanger des messages texte, mais aussi, dans une certaine mesure, des objets entre deux contextes. Qu'est-ce que j'appelle contexte? Au départ, dans les navigateurs, avant qu'il y ait des workers, deux onglets de navigateur, ce sont deux threads différents, ce sont deux contextes. Une fois qu'on a les workers qui arrivent, le worker est un thread aussi indépendant, et donc on va communiquer entre deux exécutions et deux threads de JS avec les post-messages. Et puis fetch, qui est un peu plus récent, dans un navigateur, pour faire des requêtes HTTP, avant on utilisait XHR. XHR pour XML HTTP Request, c'est un
un objet relativement complexe qui date de Outlook, je crois, et Fetch, ben, c'est tout simplement son successeur, beaucoup plus simple, c'est juste une fonction à laquelle on passe une URL vers laquelle on veut taper, éventuellement des options, et qui répond une promesse. Quelque chose d'extrêmement simple. Ça, c'est disponible, pardon. Toutes ces API sont disponibles dans tous les navigateurs récents, il n'y a aucun souci. Et un service worker, lui étant beaucoup plus récent, ne va pas forcément tourner dans tous les navigateurs. Dans Edge et Safari, ils sont en train d'être développés, mais ils ne sont pas encore disponibles pour le public, ils sont disponibles que pour les développeurs. Ils vont surtout tourner qu'en HTTPS et pas toujours en navigation privée dans certains navigateurs, et c'est pour des raisons de sécurité. Vu que ça installe une espèce de proxy, ça ouvre à des attaques man in the middle. Il n'y a pas de DOM access, et on ne peut pas accéder au DOM. On est indépendant de l'interface qui est présentée à l'utilisateur. On ne se retrouve pas avec les objets classiques dans lesquels on accède dans un navigateur. Il n'y a pas document, il n'y a pas window, il n'y a pas navigator, qui sont des éléments qu'on utilise très souvent en JavaScript. Et donc, ils sont derrière ce qu'on appelle des flags dans certains browsers, Edge et Safari. Derrière un flag, c'est tout simplement la fonctionnalité est déjà shippée, elle est déjà dans le navigateur, sauf qu'elle est désactivée pour l'utilisateur final. Le développeur doit aller dans les configurations du navigateur pour l'activer. Comment est-ce qu'on s'en sert de ces service workers? C'est extrêmement simple. Vu que ce n'est pas disponible partout, on va d'abord vérifier, est-ce que c'est présent? Ensuite, voilà, on va d'abord tester ici. Ensuite, comme je vous le montrais dans le premier schéma, on va demander à enregistrer un nouveau service worker. On va lui passer l'URL du script où le service worker est et un scope. Le scope, ben, si vous connaissez un peu le principe des cookies, c'est à peu près la même chose. Un service worker va intercepter toutes les requêtes qui correspondent à ce scope, de la même façon qu'un cookie va être renvoyé que sur le pass pour lequel il a été défini. On peut enregistrer autant de service workers qu'on veut, il faut juste qu'ils aient des scopes distincts. L'intérêt, par exemple, c'est on va enregistrer un service worker qui va faire proxy pour tous les assets. Et ben ici, le scope, ça va être par exemple /public. On va enregistrer un deuxième service worker qui va être spécialisé pour gérer toutes les requêtes vers les API. Son scope, ce sera /API, et ainsi de suite. La première chose que va faire un service worker quand on va l'enregistrer, c'est de s'installer. Puisqu'il va devoir pouvoir vivre indépendamment de lui, il va s'installer. On voit tout de suite, comme je vous disais, on n'a pas accès au DOM. Ici, ce mot-clé, c'est le seul mot-clé quasiment auquel on a accès, c'est le seul objet plus ou moins global auquel on a accès, c'est l'instance du service worker. Il va écouter l'événement d'install, et ce qui est intéressant, c'est c'est des choses assez récentes en JS, c'est que sur l'événement, on va pouvoir bloquer la procédure d'install tant qu'on n'a pas fini de s'installer vraiment. Donc on va avoir une seule méthode très simple qui est wait until, et on va lui passer une promesse. Et là-dedans, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut. Et le navigateur va rester dans son état d'installation tant que cette promesse n'est pas résolue, tant que la tâche n'est pas finie. Une fois qu'il est installé, là, il va s'activer. Et là, il pourra effectivement proxifier toutes les requêtes. Puis effectivement, il peut aussi être en erreur. Ça, c'est lors de la première fois qu'on enregistre le service worker. Si jamais on revient sur l'application, on peut éventuellement, parce qu'on est dans une version 2 de l'application, avoir une mise à jour du service worker. Donc ça, le navigateur va le découvrir parce que ce n'est pas le même e-tag. Et il va découvrir que le fichier, c'est un nouveau fichier. Et donc dans ce cas-là, on va passer sur un update. C'est le même principe. On va attendre et que la tâche soit finie. Dans ce cas-là, par exemple, on pourrait vider complètement le cache de la V1 et réinstaller un tout nouveau cache pour la V2. C'est le genre de choses qu'on va pouvoir faire. Et ensuite, à l'intérieur d'un service worker, comme je le disais tout à l'heure, c'est 100% asynchrone. Alors, on a les événements de départ, install, il y a une update, où ça y est, je suis 100% actif. On peut utiliser quelque chose de plus générique qui est state change, mais qui va en fait reprendre ces trois types d'événements. C'est complètement pareil. Mais on va pouvoir choper tous les événements. Donc le fetch, c'est le truc principal. On va pouvoir intercepter toutes les requêtes HTTP que fait le navigateur. Donc quand je dis toutes les requêtes, c'est les images, les scripts, les appels d'API, absolument tout. Y compris des choses très simples comme des assets qui seraient chargés par le HTML. Message,
eh ben, c'est pour les post-messages, c'est qu'on sait qu'on a reçu quelque chose qui vient du navigateur. Et push, c'est lorsqu'on reçoit une push notification. Ce sont les noms des événements qu'on va pouvoir récupérer. Il y en a d'autres, là j'ai mis que les principaux. Peut-être la chose la plus importante à savoir, c'est qu'en fait, la façon dont est géré un service worker, c'est qu'une fois qu'il est activé, il va attendre qu'il y ait un événement qui arrive. Dès qu'il y a un événement, il le gère, et puis il se remet en attente. Et à tout moment, le navigateur, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'événements, parce qu'il a besoin de libérer de la RAM, parce que, quelle que soit la raison, il peut terminer le service worker. Et donc l'instance est détruite. Par contre, ce n'est pas un état c'est pas un état définitif. Si jamais il y a vraiment un événement, une push notification qui arrive ou de nouveau une requête qui est faite par la page, il va pouvoir réinstancier et gérer l'événement. Ça amène à une chose, c'est que en fait, le service worker peut être terminé à n'importe quel moment et que du coup, il va falloir y faire extrêmement attention. Il n'y a pas d'état global. On ne conserve pas d'état global. Donc, si on veut persister quoi que ce soit, si jamais ce sont des assets qui existent sur le serveur, on a le cache. Et si jamais ce sont des données un peu particulières, on va devoir utiliser, par exemple, une DB, IndexDB. L'utilisez pas directement, IndexDB dans les navigateurs a des implémentations très différentes, donc toujours avec un wrapper, par exemple Local4age. Quelques petits tips et des choses sur lesquelles il faut se méfier. On ne met pas en cache des redirects, sinon ça vous fout la merde. Les credentials dans Fetch, les credentials avec XHR étaient forcément envoyés. Dans Fetch, il faut les donner de façon très explicite. Dire qu'on veut envoyer en fait le cookie au navigateur. Et puis, quand on manipule les réponses, on est dans un proxy, donc des fois on va renvoyer la réponse. Les réponses sont des streams, donc il faut absolument les cloner. Il ne faut pas qu'on se retrouve avec une réponse qui est à moitié consommée dans le worker et ensuite dans le navigateur. Il y a des outils de debug particuliers dans chaque navigateur. Pour Chrome, par exemple, on le retrouve dans Service Worker Internals. On peut débugger plein de choses. Donc, dans tous les navigateurs, essayez de les utiliser. Et puis, ça, c'est... On peut se prendre les pieds dans le tapis. La première fois qu'on exécute un Service Worker, comme l'installation est asynchrone, il ne va peut-être pas proxifier toutes les requêtes tout de suite. Donc, si jamais on ne veut pas se faire avoir, il y a une simple commande à lancer dans la procédure d'install où on dit, en fait, je veux récupérer la main sur absolument toutes les requêtes HTTP. Clients, là, en gros, ça représente ça. Il y a certaines applications, par exemple, il y a eu des service workers qui ont servi pour les résultats d'élection. Les mecs ne voulaient pas balancer, ils faisaient des montages d'images avec une photo du candidat, le nom de la région et un chiffre. Ils ne voulaient pas balancer 2 gigas d'images différentes. Ils les ont toutes construites en JS avec, à partir de les images des candidats, le nom de la région, et voilà, ça leur permettait de construire plein d'images différentes. Et ça, ben, on veut que ce soit exécuté dès la première fois, et pas la deuxième fois qu'on revient sur l'application. Ben, allez, on va offline, on va voir un peu à quoi ça ressemble dans un service worker. D'abord, il y a plusieurs stratégies pour aller offline. Soit on a une implémentation très très simple, on met tout dans le cache, et puis on n'y touche plus. Une petite page qui ne fait pas grand-chose, c'est une stratégie qui marche très très bien. Après, on peut d'abord essayer de taper dans le cache, et puis si jamais il n'y a pas de cache, on va sur le network. C'est pas mal pour des assets statiques. Ça, on ne va pas trop y toucher, donc c'est une bonne stratégie. Et puis sinon, on peut essayer d'aller voir si c'est dispo sur le network, et si ça n'y est pas, ben, on dégrade en ordonnant ce qu'il y a dans le cache. Il y a plein d'autres stratégies possibles. Il y a une librairie qui est pas mal qui s'appelle Workbox, qui en implémente pas mal et qui permet d'abstraire tout ça. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup abstraire parce que comme vous allez le voir, c'est extrêmement simple. Avec des API extrêmement simples, on arrive à les brancher pour faire des choses relativement complexes. Là, je vous mets un exemple de offline tout simple. Au moment de l'installation, on va attendre de créer un nouveau cache qu'on va appeler cache V1 et dans lequel on va stocker tous ces fichiers-là. Et la prochaine fois que la personne voudra ouvrir l'application, et ben en fait, si jamais le réseau, il y a l'index HTML, les styles et le script qui sont demandés, ça va répondre même si le navigateur n'est pas là. Le cache first et puis on fallback sur le network, ça va aussi être très simple. Toujours,
Sur le self, on va écouter tout ce qui est des requêtes qui sont faites par le main thread. Et là, la méthode va être différente, ça va être un response with. Donc, quand on fetch, en réalité, pour cet événement de fetch, on va répondre avec, on va aller chercher dans notre cache. Est-ce qu'on a une requête qui correspond dans notre cache? Si on en a une, on va la voir dans la réponse du Zen, et ben on la répond. Et si on n'en a pas, et ben on fait la vraie requête. Si on veut faire l'inverse, on a juste à inverser la logique. Si après le fetch, là on va avoir de la donnée plus fraîche, on veut le remettre dans le cache, on va pouvoir ici chaîner le côté, du coup j'update mon cache parce que je suis allé sur le réseau. Maintenant je veux passer à comment ça se passe quand on veut recevoir des notifications push. Alors les notifications push, ça existe depuis longtemps dans les navigateurs, mais c'était extrêmement compliqué à mettre en place. D'abord parce qu'il y avait des implémentations spécifiques à chaque navigateur. Et donc, chaque implémentation était différente. Maintenant, c'est beaucoup plus simple, ça a été standardisé, c'est dans HTML5, et ça se fait en 2 temps. Il va y avoir le push depuis le serveur vers le navigateur, et ensuite la présentation vers l'utilisateur de la notification elle-même. Encore une fois, là, c'est extrêmement simple. Sur le service worker, une fois qu'on l'a enregistré, on retrouve un objet de l'enregistrement du service worker, et on va juste avoir à dire qu'on subscribe. Et c'est fini. Je vous cache un peu la complexité de faut que je demande l'autorisation à l'utilisateur d'afficher la notification, et pour brancher les push, c'est tout. La magie se fait en fait avec un fichier manifest.json où on va mettre un ID de sender, et c'est comme ça qu'on va pouvoir router les push vers le bon device. Du coup, ça va ressembler à ça. Je vous mets un cycle de vie complet. On a le navigateur qui va enregistrer le service, éventuellement le service qui va envoyer un message au navigateur pour lui dire « Ok, c'est bon, je suis là ». Ici, on pourrait avoir l'utilisateur qui accepte les notifications et ce genre de choses, donc le navigateur continue à vivre. Et puis un fetch du navigateur, c'est en réalité le service worker qui va y répondre. Et puis on ferme la fenêtre du navigateur. On a un push qui est fait plus tard, qui envoie la notification au navigateur. C'est le service worker qui va le récupérer, puisque le navigateur en lui-même, l'onglet a été fermé. Et là, on peut présenter une notification à l'utilisateur, voire réouvrir un onglet de navigateur si la personne clique dessus. Et puis, il y a plein d'autres choses qui vont arriver dans les service workers. Le background sync est très intéressant parce qu'en fait, il permet d'attendre que le réseau revienne et soit stable pour lancer une requête HTTP. Donc, l'utilisateur n'a pas besoin de faire d'interaction. Cette synchronisation va se faire dès que le network est de retour. Ça, c'est plus ou moins déjà implémenté partout. Le periodic background sync, c'est la même chose, sauf qu'on va pouvoir le faire de façon récurrente. Donc, pour de la synchronisation et de la mise à jour du cache, c'est parfait. Et peut-être celui qui m'intéresse le plus et qu'on pourra utiliser à Outdrive dès qu'il va sortir, c'est encore un proposal mais qui est en stade 3, donc il va être assez rapidement implémenté. C'est le background fetch. C'est la possibilité que des requêtes qui ont été faites par le navigateur continuent même si on ferme l'onglet du navigateur. Et donc ça veut dire qu'on pourra avoir des uploads de fichiers très lourds ou des downloads de fichiers très lourds qui continuent même si on ferme l'application. Voilà. Merci beaucoup.